Dans le silence épais des palais, bien avant que les miroirs ne reflètent la gloire des rois, une autre réalité existait, plus discrète, plus intime, mais tout aussi essentielle au pouvoir. Une réalité que l'histoire mentionne rarement avec précision, celle du corps des reines. Car derrière les alliances, les couronnes, les traités et les guerres, se cachait une attente constante. Une pression invisible, une mission silencieuse, mais absolue. Donner naissance. Encore. Et encore. Et encore. Dans ces murs de pierre froide, où chaque couloir portait le poids de générations entières, une reine n'était pas seulement une épouse. Elle n'était pas seulement une figure de prestige ou un symbole de beauté. Elle était une promesse. La promesse d'un héritier. La promesse d'une continuité. La promesse que le pouvoir ne s'éteindrait pas. Et pour certaines d'entre elles, cette promesse allait devenir une prison. Imaginez une jeune femme, souvent mariée très tôt, parfois à peine sortie de l'enfance. Elle quitte sa famille, sa langue, son pays, pour entrer dans une cour étrangère où chaque regard l'observe, où chaque geste est jugé. Mais très vite, une seule question domine tout le reste. Va-t-elle donner un héritier? Pas un enfant. Un héritier, un garçon. Car dans de nombreuses monarchies, une fille ne suffisait pas. Une fille ne garantissait pas la stabilité. Une fille pouvait être un risque, une faiblesse, une transition. Mais un fils assurait la survie de la dynastie. Alors, dès les premiers mois du mariage, les attentes commencent. Les rumeurs circulent, les regards se font plus insistants. Et lorsque la grossesse arrive, le palais tout entier retient son souffle. Mais ce que l'histoire ne montre pas toujours, c'est ce que cela signifiait réellement. Une grossesse à cette époque n'était jamais sans danger. Les médecins étaient incertains, les infections fréquentes, la douleur inévitable. Et pourtant, pour ces femmes, il ne s'agissait pas d'un événement exceptionnel. C'était un cycle, un enchaînement, un devoir. À peine un enfant venait-il au monde qu'il fallait déjà penser au suivant. Car un seul héritier ne suffisait pas. Les maladies pouvaient emporter un enfant en quelques jours. Les accidents étaient fréquents. La mortalité infantile était une réalité constante. Alors, pour sécuriser la lignée, il fallait multiplier les naissances, créer des réserves d'héritiers, comme si chaque vie devait compenser la fragilité de la précédente. C'est dans ce contexte que certaines femmes ont vécu des existences presque inimaginables aujourd'hui. Des vies rythmées non pas par les saisons, mais par les grossesses. Des vies où le corps n'appartenait plus vraiment à la personne, mais à la couronne. Parmi elles, une figure se distingue. Une femme qui, malgré la douceur de son image dans les récits, a vécu une réalité d'une intensité rare. Son nom est souvent associé à un monument, un symbole d'amour, le Taj Mahal. Un édifice de marbre blanc, construit pour immortaliser un lien, une émotion, une perte. Mais derrière cette image romantique se cache une histoire bien plus complexe et bien plus douloureuse. Mumtaz Mahal était l'épouse de l'empereur Shah Jahan. Elle n'était pas seulement aimée, elle était centrale, une confidente, une présence constante, une figure influente. Mais comme toutes les reines de son époque, son rôle ne se limitait pas à l'affection ou au conseil. Elle devait donner des héritiers. Et elle l'a fait. Encore, et encore, et encore. Au cours de sa vie, Mumtaz Mahal a donné naissance à 14 enfants. 14. Chaque grossesse portant son lot de risques. Chaque naissance laissant une trace sur le corps. Chaque enfant ajoutant une pression supplémentaire. Car dans un empire immense comme celui des Moghols, la question de la succession n'était jamais simple. Plus il y avait d'enfants, plus il y avait de rivalité. Plus il y avait de rivalité, plus il y avait de danger. Et pourtant, elle a continué, année après année, grossesse après grossesse, sans véritable pause, sans véritable échappatoire. Car dans ce monde, refuser n'était pas une option. Puis vient la 14e grossesse, un moment qui, comme les autres, devait simplement prolonger la lignée. Mais cette fois, quelque chose change.
Le corps est épuisé, les années ont laissé leur marque. Et dans les conditions médicales de l'époque, cela suffit. Mumtaz Mahal meurt en donnant naissance à son 14e enfant. Une fin brutale, silencieuse, presque attendue, dans un système où le corps des femmes était constamment poussé à ses limites. Et c'est cette mort qui donnera naissance au Taj Mahal, un monument grandiose, un symbole d'amour éternel, mais aussi d'un sacrifice, d'un prix invisible que l'histoire transforme souvent en poésie. Car derrière la beauté du marbre blanc, il y a une réalité plus sombre, celle d'une femme qui a donné sa vie, littéralement, pour la continuité d'un empire. Mais Mumtaz Mahal n'était pas un cas isolé, loin de là. À travers l'Europe, d'autres femmes vivaient des réalités similaires, dans des palais différents, sous des couronnes différentes, mais avec la même attente, le même cycle, la même pression. Certaines allaient survivre, d'autres non. Certaines allaient donner naissance à des dizaines d'enfants, d'autres allaient vivre des tragédies répétées, mais toutes partageaient un point commun. Elles n'avaient pas vraiment le choix. Car dans ces systèmes monarchiques, le corps féminin était au cœur de la stabilité politique. Sans héritier, le pouvoir vacille. Avec trop d'héritiers, il se fragmente. Et entre ces deux extrêmes, se trouvait la vie de ces femmes. Dans les couloirs silencieux des palais européens, une autre figure allait incarner cette réalité à une échelle encore plus impressionnante. Une femme qui ne se contenterait pas de donner des héritiers, mais qui allait littéralement peupler un empire entier. Une femme dont les enfants allaient se marier dans toute l'Europe, changer les alliances, redessiner les cartes et influencer l'histoire pendant des générations. Mais avant de comprendre comment cela était possible, il faut se poser une question plus simple. Une question presque dérangeante. Combien de fois un corps peut-il supporter cela avant de céder ? Dans l'Europe du XVIIIe siècle, le pouvoir ne se mesurait pas seulement en territoire, en armées ou en richesses. Il se mesurait aussi en alliances. Et ces alliances, bien souvent, ne se signaient pas sur des champs de bataille, mais dans des chambres nuptiales. Chaque mariage royal était une stratégie, chaque naissance, une opportunité ou un risque. Au cœur de ce système complexe, une femme allait incarner cette logique à un niveau rarement atteint. Une femme qui ne se contenterait pas de donner des héritiers, mais qui transformerait ses enfants en véritables instruments politiques. Marie-Thérèse d'Autriche. Contrairement à beaucoup d'autres reines, Marie-Thérèse n'était pas simplement l'épouse d'un roi. Elle était souveraine, elle dirigeait un empire, elle prenait des décisions, elle gouvernait. Mais malgré ce pouvoir exceptionnel, elle restait soumise à une réalité incontournable. Assurer la continuité de la dynastie des Habsbourg. Et pour cela, elle allait faire quelque chose d'extraordinaire. Elle donna naissance à 16 enfants. 16, un nombre difficile à imaginer aujourd'hui. Mais à l'époque, chaque naissance avait une signification bien au-delà du cercle familial. Chaque enfant était une pièce sur un échiquier. Car Marie-Thérèse ne voyait pas seulement ses enfants comme des héritiers, elle les voyait comme des alliances vivantes, des ponts entre royaumes, des garanties de paix ou des déclencheurs de conflits. Ses fils étaient destinés à régner, ses filles à se marier. Et à travers ces mariages, elle allait étendre son influence sur toute l'Europe. Une de ses filles deviendra particulièrement célèbre. Envoyée en France, encore très jeune, Marie-Antoinette n'était pas seulement une princesse. Elle était un symbole, un lien entre deux puissances, une garantie fragile de paix entre l'Autriche et la France. Mais derrière ces unions politiques, il y avait des vies humaines, des jeunes filles arrachées à leur pays, envoyées dans des cours étrangères, obligées de s'adapter, de plaire, et surtout de donner naissance. Car peu importe leur statut, leur richesse ou leur influence, leur rôle restait le même. Produire des héritiers. Marie-Thérèse elle-même enchaînait les grossesses avec une régularité presque mécanique. Entre deux décisions politiques, entre deux crises, entre deux guerres,
Elle donnait naissance, encore et encore. Son corps devenait un outil au service de l'État, un instrument de stabilité dynastique, mais aussi un instrument de pression, car chaque grossesse comportait un risque, et plus elle se répétait, plus le danger augmentait. Pourtant, elle continuait, parce que dans son monde, arrêter n'était pas une option. Mais contrairement à d'autres femmes de son époque, Marie-Thérèse survécut. Elle vécut assez longtemps pour voir ses enfants grandir, se marier et surtout se disperser à travers l'Europe. Ses descendants allaient occuper des trônes, influencer des décisions et participer à des événements majeurs de l'histoire. D'une certaine manière, elle avait réussi. Elle avait sécurisé sa dynastie, renforcé son empire et inscrit son nom dans l'histoire. Mais à quel prix? Car derrière cette réussite politique, il y avait 16 grossesses, 16 accouchements, 16 périodes de danger, 16 moments où tout aurait pu s'arrêter. Et si son histoire semble aujourd'hui impressionnante, elle cache aussi une réalité plus froide, plus calculée. Dans les grandes dynasties européennes, les enfants n'étaient pas seulement aimés, ils étaient utilisés pour créer des alliances, utilisés pour éviter des guerres, utilisés pour contrôler des territoires. Et dans ce système, les femmes devenaient le point central de cette stratégie. Sans elles, rien n'était possible, mais avec elles, tout pouvait être contrôlé. Marie-Thérèse n'était pas une victime au sens classique. Elle avait du pouvoir, elle prenait des décisions, mais même elle ne pouvait pas échapper à cette logique. Car dans ces sociétés, même les femmes les plus puissantes restaient liées à leur capacité à donner la vie. Et parfois, même cela ne suffisait pas. Car dans certains cas, malgré des grossesses qui les répétaient, malgré des années de tentatives, malgré des espoirs renouvelés à chaque naissance, le résultat restait le même. Aucun héritier. Ou pire encore, des enfants qui ne survivaient pas. Dans ces situations, la pression devenait encore plus intense, encore plus brutale, encore plus désespérée. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus tragique. Car si certaines femmes ont donné naissance à des dizaines d'enfants, d'autres ont vécu l'inverse. Des grossesses multiples, des accouchements répétés, mais aucune stabilité, aucune continuité, aucune réussite. Une succession de pertes, de deuil, de silence, et parmi ces histoires, une en particulier reste profondément marquante. Une histoire qui montre que parfois, même tout donner ne suffit pas. Dans les palais, le silence pouvait parfois être plus lourd que le bruit des fêtes. Un silence fait d'attente, d'espoir déçu, et de regards qui changent, car dans ce monde, ne pas donner d'héritier n'était pas simplement une difficulté. C'était un échec personnel, un échec politique, un échec visible. Et pour certaines femmes, cette réalité allait devenir une véritable tragédie. Parmi elles, une reine incarne cette douleur avec une intensité particulière. Son histoire est rarement racontée dans toute sa profondeur, car elle ne correspond pas aux récits habituels de succès ou de grandeur. Elle est plus lente, plus silencieuse, mais infiniment plus lourde. Anne a connu 17 grossesses. 17, un nombre presque inimaginable. Mais contrairement à d'autres reines, aucun de ses enfants ne survivra jusqu'à l'âge adulte. Certains meurent à la naissance, d'autres quelques jours plus tard, d'autres encore après quelques années seulement. Chaque naissance est suivie d'un espoir, chaque espoir est suivi d'une perte, et à chaque fois, tout recommence. Imaginez ce cycle, la douleur du corps, puis l'espoir, puis l'attente, puis la peur, puis le silence, et ensuite recommencer, encore, et encore, et encore, dans un monde où la maternité était déjà une obligation. Anne vivait une double peine. Elle devait donner naissance, mais elle devait aussi survivre à l'échec répété de ses naissances. Et dans les cours européennes, la compassion n'était pas toujours au rendez-vous. Les murmures commençaient, les jugements apparaissaient, les regards changeaient. Car sans héritier, une reine perdait une partie de sa valeur politique. Et dans certains cas, elle devenait remplaçable. Mais Anne
n'a jamais été remplacée. Elle a continué. Encore, malgré tout, jusqu'à ce que la réalité s'impose. Il n'y aurait pas d'héritier direct, et cette absence allait avoir des conséquences bien au-delà de sa vie personnelle. Car dans les monarchies, une succession incertaine est toujours dangereuse. Sans héritier clair, le pouvoir vacille, les rivalités émergent, les tensions montent, et parfois, les règles changent. Après la mort de ses enfants, et face à l'absence d'héritier direct, la succession britannique est redéfinie. Le trône passera à une autre branche, une autre famille, une autre logique. Ainsi, le destin d'Anne, marqué par la perte, va indirectement redessiner l'avenir de tout un royaume. Et c'est là toute la complexité de ces histoires. Car ces femmes, souvent réduites à leur rôle de mère, ont pourtant influencé l'histoire de manière profonde. Par leurs enfants, ou par leur absence d'enfants, par leurs succès, ou par leurs échecs. Mais dans tous les cas, leur corps était au centre du pouvoir. Qu'elles donnent naissance à 14 enfants comme Mumtaz Mahal, qu'elles en aient 16 comme Marie-Thérèse d'Autriche, ou qu'elles en aient perdu presque tous, comme Anne de Grande-Bretagne. Le schéma reste le même, une attente, une pression, un cycle, donner la vie pour maintenir le pouvoir. Mais derrière les chiffres, derrière les titres, derrière les portraits accrochés au mur des palais, il y avait des réalités beaucoup plus humaines, des corps fatigués, des nuits sans sommeil, des douleurs répétées, des peurs silencieuses, et parfois, des vies écourtées. Aujourd'hui, lorsque l'on regarde ces histoires, elles peuvent sembler lointaines, presque irréelles. Mais elles nous rappellent quelque chose d'essentiel, que derrière chaque empire, chaque dynastie, chaque trône, il y a des histoires que l'on ne raconte pas toujours, des sacrifices invisibles et des vies qui ont porté le poids de l'histoire, sans jamais être au centre du récit. Peut-être que ces femmes n'ont pas choisi leur destin, mais sans elles, l'histoire telle que nous la connaissons n'existerait tout simplement pas, et dans le silence des palais, leur mémoire continue de résonner.